Sur un ton enjoué, le directeur général a proposé que la fille de la serveuse joue du violon. Ce qui s'est passé ensuite était cependant loin d'être prévu. Sa performance a laissé tout le monde dans la salle complètement abasourdi. C'est étonnant à quel point une seule soirée peut complètement changer le cours d'une vie. Dans une ville pittoresque nichée au cœur de New York, dans un petit restaurant sans prétention, un milliardaire arrogant et plein d'assurance a décidé de se divertir en donnant en spectacle une jeune fille simple. Il était certain qu'elle échouerait. Il était certain que quelqu'un comme elle, venant d'un monde si différent du sien, ne pourrait jamais être à la hauteur. Mais ce faisant, il a négligé le détail le plus crucial, derrière cette fille sans prétention se cachait une histoire qu'il ne pourrait jamais comprendre. Et ce soir-là, cette histoire trouverait sa voix à travers la musique qu'elle jouait. La ville de Grenoble, une enclave paisible du nord de l'État de New York, était connue pour ses propres règles silencieuses et tacites. Dans la rue principale de la ville, 3 cafés se faisaient face, flanqués d'une librairie et d'un restaurant appelé The Glass Room. Ce restaurant, élégant et raffiné, était l'établissement de prédilection de l'élite locale. C'était là que les accords commerciaux se négociaient tranquillement et que se déroulaient les négociations les plus discrètes de la ville. Derrière les parois de verre étincelantes du restaurant, sous la douce lumière ambiante, des serveurs vêtus de chemises blanches impeccables se déplaçaient sans problème de table en table, servant des repas qui étaient autant des œuvres d'art que de nourriture. Chaque plat a été soigneusement élaboré et présenté avec précision, véritable témoignage de l'engagement du restaurant envers l'excellence. Sarah Bren, 37 ans, y travaillait depuis 6 ans. Elle était contente aussi, on pouvait appeler ça ainsi. Dans sa vie, même un fragile sentiment de stabilité était un luxe rare. Elle avait depuis longtemps appris à sourire malgré la monotonie du service des clients, son visage étant calme alors qu'elle gérait le flot incessant de commandes et les caprices de ses clients. Mais à la fin de chaque quart de travail, lorsque le restaurant se calmait et que le dernier client partait, il y avait toujours une constante qui l'attendait, sa fille, Emily. L'adolescente, avec ses longs cheveux noirs et son air calme, était toujours assise sur un banc juste à l'extérieur du restaurant, les jambes croisées, le nez enfoui dans le bois usé de son violon. Elle s'en séparait rarement et l'instrument, même s'il portait des marques d'âge et d'usage, était plus qu'un simple outil musical. C'était un lien, une connexion avec le propre passé de Sarah, un passé dont elle parlait rarement. Sarah était prudente en ce qui concerne ses souvenirs. Lorsqu'elle était jeune, elle rêvait de scène et ses espoirs étaient grands alors qu'elle étudiait à la prestigieuse école de musique de Manhattan. Elle s'était même montrée prometteuse, avec le potentiel d'un avenir radieux. Mais la vie avait une façon de changer le cours des choses. Une grossesse inattendue, l'absence de soutien familial, une brouille avec son mentor et finalement, un retour aux sources, tous ces changements l'ont conduite à la vie tranquille qu'elle mène désormais. Elle est devenue mère et avec cela, les rêves de sa jeunesse se sont progressivement envolés. Le violon était rangé, oublié au fond d'un placard. Ce n'est qu'à l'âge de 9 ans, un jour qu'Emily fouillait dans les rangements, qu'elle trouva le vieil instrument poussiéreux et le tendit silencieusement à sa mère. Sans un mot, sans aucune incitation, Sarah prit le violon dans ses mains et, après une longue pause, joua une seule note. Un autre suivit. Et un autre. Pas de partition, pas de conseil, pas d'insistance, juste les sons de son passé, ramenés à la vie à travers la mémoire et l'amour. À l'âge de 14 ans, Emily avait développé un don rare. Sans formation formelle, elle pouvait jouer à l'oreille des pièces classiques complexes, une compétence qui étonnait même les professeurs de musique les plus chevronnés. On disait qu'elle avait une tonalité parfaite et un sens inné du rythme. Mais Sarah, toujours prudente, refusait toutes les propositions d'inscrire sa fille à des concours. Ce n'était pas le moment. Emily n'était pas quelqu'un qu'on pouvait bousculer ou bousculer. Elle jouait à son propre rythme, consacrant du temps à la lecture et aidant occasionnellement dans un magasin de musique local à réparer des instruments. Mais ce soir-là, ce serait différent. On avait demandé à Sarah de rester tard pour faire des heures supplémentaires. Un invité régulier, Monsieur Angoff, avait réservé la salle VIP pour un dîner important. Richard Langford, le puissant fondateur du milliardaire For Investment Fund, se rendait à Grenoble comme il le faisait chaque printemps pour chasser, et à l'automne, pour finaliser des accords lucratifs avec des promoteurs locaux. Homme de grande taille, aux cheveux gris et à la présence froide et imposante, Langford portait toujours les plus beaux costumes et parlait avec un air de droit, comme si le monde lui devait quelque chose. Sa réputation d'humour vif et de personnalité imposante l'a précédé. Pour le personnel de The Glass Room, ces visites étaient souvent une épreuve de patience et d'endurance. Alors que Sarah servait du vin, le regard de Langford se tourna vers le devant de la pièce.
Leurs regards se croisèrent et avec un sourire narquois, il demanda « Est-ce votre fille, Sarah ?» Elle se redressa et hocha la tête, répondant doucement « Oui, monsieur ». Les yeux de Langford tombèrent sur le violon qu'Emily avait glissé sous le bras. « Et c'est un violon ?» demanda-t-il d'un ton moqueur. « Oui, elle joue de la musique », répondit Sarah. Langford laissa échapper un rire bruyant, visiblement amusé, comme si l'idée d'une jeune fille jouant d'un instrument dans ce décor était en quelque sorte ridicule. Les rires de quelques hommes autour de la table ne faisaient qu'alimenter son amusement. « Et si on s'amusait un peu ?» suggéra Langford. « Laissez-la nous faire un petit concert privé, tout de suite. Je paierai même un bon pour une boisson, » a-t-il ajouté en jetant un billet de $100 sur la table devant lui. Emily le regarda longuement. Elle n'avait pas peur, mais il y avait un léger malaise dans ses yeux. C'était comme si elle ne comprenait pas vraiment pourquoi il faisait cela, mais en même temps, quelque chose en elle acceptait le défi. « Ce n'est pas nécessaire, Amy, » dit doucement Sarah, la voix remplie d'inquiétude. Mais la réponse d'Emily a été calme et inébranlable, « Je vais jouer. » Sans un autre mot, elle se leva, se dirigea vers le coin où se trouvait son violon et le sortit soigneusement de son étui. Le léger claquement des talons des serveurs et le bourdonnement sourd de la conversation s'arrêtèrent brusquement lorsqu'elle souleva l'archet jusqu'aux cordes. La pièce devint silencieuse et tous les regards se tournèrent vers elle. Langford sourit et s'appuya contre le dossier de sa chaise. « Voyons ce que vous avez, » dit-il, s'attendant clairement à quelque chose de inférieur à ses attentes. Emily inspira profondément et se mit à jouer. Au début, une seule note retentit légèrement fausse, peut-être mais ensuite, avec une deuxième, puis une troisième, la musique commença à enfler, prenant sa propre vie. Ce n'était pas juste une chanson, c'était une histoire qui se déroulait à chaque note qui passait, gagnant en profondeur, en puissance et en émotion. Le son remplit la pièce, laissant derrière lui un lourd silence. Même les cuisiniers de la cuisine étaient émerveillés et regardaient par la porte entr'ouverte. Pour Sarah, debout là dans le calme, son cœur se gonflait de fierté au pas de peur, mais d'une fierté profonde et indubitable. Elle a reconnu la pièce. C'était une méditation de Mastato Besno Popham, un opéra qu'elle seule connaissait et qu'elle seule aurait pu partager avec sa fille. Mais c'était bien plus qu'un simple récital. Emily ne faisait pas que jouer, elle y mettait son âme. La musique était devenue une conversation entre mère et fille, un moment de connexion qui transcendait le temps et l'espace. Lorsque la note finale s'attarda dans l'air et s'éteignit, la salle éclata en applaudissements, plus fort que tout ce que Sarah avait jamais entendu. Mais personne n'a applaudi plus fort que l'homme assis de l'autre côté de la pièce, sa veste grise et ses cheveux argentés brillant sous la pénombre des lumières. Il a contacté Sarah immédiatement après la représentation. « Boston Academy of Music », dit-il d'une voix contrôlée mais teintée d'admiration. « Nous devons parler de votre fille. » Richard Langford, bien que toujours calme, ressentit au plus profond de lui un pincement au cœur. Il ne pouvait nier la puissance brute du spectacle auquel il venait d'assister, et le fait qu'il vienne de quelqu'un d'aussi modeste, quelqu'un comme Emily, ne faisait qu'alimenter sa frustration. Cette fille qui s'était produite devant lui dans un restaurant d'une petite ville plutôt que sur une grande scène possédait quelque chose qu'aucune de ses richesses ou de son influence ne pouvait acheter. « Eh bien, il semble que vous ayez une fille très douée, » dit Langford après une longue pause. Une agréable surprise. Sarah n'a pas répondu. Elle reprit simplement ses fonctions comme si rien d'extraordinaire ne venait de se produire. Emily, tranquillement, était revenue à sa place et avait soigneusement remis son violon dans son étui. Langford se tourna vers l'homme qui se tenait à côté de lui, qui s'était présenté comme étant Thomas Raigne. « Boston Academy of Music », répéta Langford, les yeux légèrement plissés. « Nous formons de jeunes musiciens à fort potentiel et je pense que vous en conviendrez, je viens d'assister à quelque chose d'exceptionnel. » Raigne est resté calme, son expression imperturbable. « Oui, nous offrons des bourses complètes. Logement, scolarité, repas. Nous pensons qu'Emily est précisément le type d'étudiant que nous soutiendrons. » La patience de Langford commença à s'épuiser. « Je pourrais offrir quelque chose de plus, » dit-il en élevant la voix pour que les autres personnes autour de la table puissent l'entendre. « Un instrument professionnel, un professeur de concert. Une carrière solo, mais il lui faudra bien sûr se montrer fidèle. » Raigne le regarda, légèrement surpris, mais la réponse de Sarah fut rapide. « Merci pour votre offre, Monsieur Langford, » dit-elle d'une voix calme mais ferme. « Mais pour l'instant, nous sommes satisfaits de notre situation. » La frustration de Langford couvait sous la surface,
mais il sourit légèrement, préparant déjà son prochain mouvement. Cette fille, ce talent rare, était une opportunité qu'il ne pouvait pas se permettre de perdre. Plus tard dans la soirée, après le départ des invités et le restaurant vidé, Langford s'est approché de Sarah une fois de plus, cette fois avec un ton plus sérieux. « Je comprends que vous vous débrouillez tout seul, » dit-il avec une pointe de respect. « Mais vous et votre fille n'êtes pas en mesure de refuser de bonnes offres. Je ne suis pas votre ennemi. Je vous propose de l'aide. » Les yeux de Sarah se plissèrent. « Tu veux acheter mon choix ?» murmura-t-elle, une pointe d'amertume dans la voix. « Acheter ma fille ?» Langford sourit, son sourire froid et calculateur. « Nous n'achetons que ce qui est à vendre. Le reste n'est qu'une question de temps et de circonstances. » À ce moment-là, Emily apparaît aux côtés de Sarah, d'une voix ferme et claire, « Nous ne sommes pas à vendre. Et nous n'avons pas peur. » Langford l'étudia un moment, le regard perçant. Il reconnut chez la jeune fille quelque chose qui ne pouvait être acheté, un esprit sauvage et indompté qui le frustrait plus que n'importe quelle transaction. Cette nuit-là, de retour dans leur petit appartement, Sarah était assise près de la fenêtre, les pensées lourdes. La lueur de l'écran de l'ordinateur illumina son visage alors qu'elle parcourait le site web de la Boston Academy, lisant l'offre qui avait été faite. Emily entra tranquillement dans la pièce, debout à ses côtés. « Pensez-vous que cela en vaut la peine ?» demanda-t-elle doucement. « Je ne sais pas, Amy, » répondit Sarah, la voix distante. « C'est un tout autre monde, une autre responsabilité. Pensez-vous que je n'y arriverai pas ?» demanda Emily, la voix teintée d'incertitude. « Je pense que tu le feras, » dit Sarah, sa voix s'adoucissant. « Mais j'ai peur de ne pas être là avec toi. Tu seras toujours là, même si tu es loin. » Sarah sourit doucement. Sa fille, autrefois si petite et si dépendante, grandissait désormais sous ses yeux. C'était presque comme si elle parlait en tant qu'adulte, ses paroles ayant un poids au-delà de son âge. Cette prise de conscience a à la fois effrayé et inspiré Sarah. Elle était impressionnée par le degré de maturité d'Emily, mais cela lui rappelait la distance que le temps met inévitablement entre le parent et l'enfant. Le lendemain matin, Sarah a finalement accepté de rencontrer Ren face à face. Ils se retrouvèrent assis ensemble dans le même restaurant, désormais étrangement vide, comme si le temps s'était figé, les entraînant dans une scène qui semblait suspendue entre passé et présent. Ren était calme, sa présence constante et attentive. « Sarah, » commença-t-il, sa voix mesurée mais sincère. « J'ai appris que tu as étudié un temps dans une école de musique. J'ai fait quelques recherches. Tu y avais une bonne réputation. J'ai étudié ton histoire, mais cela n'a pas duré. Malgré cela, tu as transmis à ta fille un savoir qu'il faudrait habituellement des décennies pour acquérir. » Sarah resta silencieuse un moment, laissant ses mots pénétrer. Puis, dans un murmure discret, elle répondit, « Je voulais qu'elle ait quelque chose qui lui soit propre, quelque chose qui n'appartient qu'à elle. Je veux qu'elle comprenne que le talent n'est pas une malédiction. Je veux lui offrir une chance sans condition. » Ren hocha la tête pensivement. « L'académie, la bourse, nous allons officialiser tout cela. Mais je veux que vous sachiez que ce sera difficile là-bas. La discipline est intense, et les défis émotionnels encore plus, surtout pour ceux qui viennent de l'extérieur de leurs cercles habituels. » « Elle réussira, » répondit fermement Sarah. « J'ai peur, oui. Mais je crois en elle. Vraiment. » L'expression de Ren s'adoucit et il ajouta, « Elle n'est pas seulement talentueuse. Elle entend de la vraie musique, Sarah. Et c'est un cadeau rare. » Quand Ren partit, Sarah resta assise près de la fenêtre, l'esprit un tourbillon d'émotions. Elle avait l'impression que tout ce qu'elle avait connu commençait à s'effondrer, et pourtant, paradoxalement, il y avait quelque chose de juste dans cette décision. Pour la première fois depuis des années, il semblait qu'elle faisait le bon choix pour Emily. Pendant ce temps, Richard Ford élaborait ses propres projets. Dans le confort de sa chambre d'hôtel, il a appelé son assistant. « J'ai besoin que vous rassembliez des informations sur Rennes, les bourses de l'académie, et que vous prépariez une alternative. Je n'aime pas quand quelqu'un me prend quelque chose. » Ses yeux se tournèrent vers la fenêtre, vers Grenoble, son coin du monde. Pourtant, il y avait autre chose maintenant, quelque chose d'imprévisible, une fille qu'il n'avait pas vue venir. Elle éveilla en lui une frustration qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Et cela, en soi, était un signe. Il n'en avait pas encore fini. Le restaurant, The GL Room,
se préparait pour vendredi soir comme s'il organisait une représentation théâtrale. De nouvelles serviettes ont été disposées, la carte des vins soigneusement examinée et les verres polis jusqu'à ce qu'ils brillent. Tout devait être parfait. Le propriétaire a personnellement vérifié la pièce, donnant quelques instructions de dernière minute au serveur, puis s'est retiré dans l'ombre pour regarder tout se dérouler. Ce soir-là, la ville bouillonnait à nouveau de vie. Ford avait réservé 2 salles, une grande pour les réunions et l'autre plus petite, pour la partie divertissement de la soirée. Comme son assistante l'avait mentionné, l'administrateur lui avait demandé de rester pour le service du soir, sachant que cela lui serait bénéfique. La plus discrète d'entre elles, elle n'hésita pas honnêtement, peu importe qui serait là. Son esprit était occupé par d'autres pensées. 3 jours s'étaient écoulés depuis cette nuit fatidique. Thomarin avait envoyé un email contenant tous les détails de la bourse, ainsi que les documents nécessaires et les instructions sur ce qu'il faut fournir. Il n'a pas insisté pour obtenir une réponse immédiate, mais il était clair qu'il attendait. Sarah a pris les documents imprimés et les a conservés dans un tiroir de la cuisine. Elle les traitait comme si les accepter marquait le début de quelque chose d'irréversible, de quelque chose hors de son contrôle. Émilie n'a posé aucune question. Elle a simplement continué à jouer du violon le soir, se retirant dans son propre monde musical. Parfois, Sarah entendait des morceaux classiques familiers au Vivaldi, Schubert, Bach, tandis qu'à d'autres moments, des mélodies modernes remplissaient l'air, des mélodies que Sarah ne reconnaissait pas mais qu'elle ressentait profondément. Un soir, Émilie est arrivée au restaurant plus tôt que d'habitude. Sarah fut surprise de la revoir là-bas avec un étui à violon à la main. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle, une pointe d'inquiétude dans la voix. « Rien » a répondu Émilie avec un sourire calme. « J'ai l'impression que je dois être ici. » Sarah secoua la tête, mais une tension commença à monter en elle, un sentiment dont elle ne parvenait pas à se débarrasser. À 20h, la salle commença à se remplir. L'enfarme, vêtu de son costume habituel, était de bonne humeur. Il a ri aux éclats, complimentant le vin, et n'a pas hésité à prodiguer des pourboires au personnel. Alors que Sarah posait un plat sur sa table, elle se pencha. « Dis, où est ta jeune star ce soir ? Y aura-t-il un concert ?» Sarah n'a pas répondu. À ce moment-là, Émilie sort de l'ombre, violon à la main. Elle s'approcha de la table et, sans hésitation, regarda l'enfarme dans les yeux. « Je peux jouer si tu veux. » Un lourd silence s'installa. Certains invités ont levé les yeux, leur curiosité piquée. L'enfarme éclata de rire, sa voix résonnant dans la pièce. « Eh bien, c'est reparti. J'espère que vous êtes aussi préparés que la dernière fois. » Les serveurs s'arrêtèrent net. La musique de fond s'est estompée. La tension flottait dans l'air, épaisse comme une tempête sur le point d'éclater. Émilie s'est positionnée près de la fenêtre, les lumières de la ville lui projetant une douce lueur. Dans la chaude lumière jaune, elle paraissait presque fragile, mais sa présence était indéniable. Elle leva son violon, usé mais très apprécié, et se mit à jouer. Cette fois, ce n'était pas de la musique classique. Elle avait choisi une pièce qui lui était propre, quelque chose de moderne qu'elle avait composé elle-même, inspiré d'une sonate. C'était audacieux, brut et loin du style académique auquel on aurait pu s'attendre, mais c'était honnête. La musique se déroulait par vagues, commençant par des notes douces et délicates qui ressemblaient à une douce pluie, puis se transformant en accords puissants qui déferlaient avec une énergie croissante. Émilie semblait indifférente au public, perdue dans son propre monde. Elle ne jouait pas pour eux. Elle jouait pour proclamer sa propre existence, pour dire « Je suis là. Je sais ce que je fais. Je n'ai pas besoin de permission. » Quand elle eut fini, il y eut un silence étrange. Pas un bruit de la part des invités. Puis, après ce qui semblait être une éternité, les applaudissements ont commencé. Au début, c'était hésitant, mais bientôt le son est devenu plus fort, jusqu'à ce que toute la salle soit remplie d'applaudissements et d'acclamations. Certains se sont levés. D'autres sifflaient. Ce n'était plus seulement un divertissement. C'était une reconnaissance. L'enfarme applaudit pourtant sans sourire. Il regardait Émilie avec des yeux froids et évaluateurs, non pas avec l'émerveillement que d'autres manifestaient, mais avec un intérêt détaché. Quelques minutes plus tard, Ren s'approche d'Émilie. Il lui tendit la main. « Il n'y a plus le choix, Émilie, dit-il. Vous devez partir. Ce n'est pas une demande. C'est une obligation que vous devez à votre talent. » Émilie croisa son regard,
puis tourna son regard vers Sarah. Elle hocha la tête, acceptant silencieusement. Demain, nous commencerons à préparer les documents, a déclaré Ren. J'ai tout prévu. Je vais partir, répond calmement Émilie. Alors que la pièce se vidait lentement, Sarah commença à changer. Lénine s'approcha doucement d'elle. Félicitations, dit-il d'une voix sèche. Mais ça ne va pas être facile. Sarah lui jeta un coup d'œil. C'est son choix, dit-elle fermement. Parfois, il vaut mieux accepter une offre que de la regretter plus tard. Il lui tendit sa carte de visite. Je peux lui offrir tout ce dont elle a besoin. L'académie est un bon point de départ, mais après, il y a la scène, les contrats, la direction. Laissez-la réfléchir. Sarah n'a pas pris la carte. Elle se leva sans répondre et s'éloigna sans un mot. Cette nuit-là, Sarah n'a pas pu dormir. Émilie gisait paisiblement sur le sol à côté du lit, son étui à violon ouvert à côté d'elle, une pile de documents académiques posés dessus. Un petit mot était glissé dans la couverture. Un talent qu'il faut laisser voler. Sarah regarda sa fille, pensant que pour la première fois depuis des années, il n'y avait plus aucune raison de craindre l'avenir. Le lendemain matin, la maison était inhabituellement silencieuse. Il n'y avait aucun bruit de violon, aucun bruissement de papier, aucun tintement de tasse à café. Émilie dormait contre le mur, agrippée à son oreiller. Le violon gisait sur le sol, l'étui introuvable. C'était comme si elle craignait que le cachet ne fasse disparaître le son pour toujours. Dans la cuisine, Sarah se versa son café, les yeux posés sur les documents de l'académie. Ils étaient soigneusement empilés, attendant une décision qu'elle n'était pas sûre d'être prête à prendre. L'offre semblait presque trop belle pour être vraie. La bourse couvrait tout, les frais de scolarité, le logement, la nourriture, l'assurance maladie. Après 2 ans, l'académie aiderait même à organiser une audition pour une bourse à Juillard. « Est-ce que c'est toi ?» demanda doucement Sarah, le regard fixé sur une photo d'une jeune femme aux cheveux noirs de chat, debout près d'un vieux piano dans l'uniforme de l'école de Manhattan. Sarah acquiesça, murmura-t-elle. C'était la dernière année avant ta naissance. J'avais 19 ans, plein de rêves. Je pensais que j'avais tout devant moi. Je m'entraînais 8 à 10 heures par jour. Les professeurs disaient que j'avais du potentiel. À l'époque, tout semblait possible. Ce qui s'est passé ? Demanda Émilie. Sarah fit une pause avant de répondre. Elle tourna la page et révéla la photo suivante, un jeune homme souriant tenant un violon lors d'une fête. Est-ce lui ? Émilie devina. Oui, répondit Sarah. Son nom était Martin. Il était plus âgé, il était doctorant. Nous jouions ensemble dans un ensemble et passions beaucoup de temps ensemble. C'était comme un film, de l'amour, des erreurs et de longues et interminables conversations. Quand je lui ai dit que j'étais enceinte, il n'a pas parlé au début. Puis il a disparu. Je suis restée seule. Mes parents ont été choqués. Ils ont refusé de m'aider quand j'ai décidé de te garder. Le professeur m'a conseillé de prendre 1 an de congé, mais je savais que je ne reviendrais pas. Tout s'est effondré. Je suis revenue. À Grenoble, tu as trouvé un petit boulot, et puis tu es née. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit avant ? Demanda Émilie, les sourcils froncés. Parce que j'avais peur que tu penses que tu es la raison de tout ce qui n'allait pas, murmura Sarah. Émilie regardait sa mère en fronçant les sourcils. Ce n'est pas vrai. Je sais, dit doucement Sarah. Mais au début, ce n'était pas facile pour moi. Je pleurais la nuit, pas à cause de toi, mais à cause de tout ce que j'avais perdu. Et puis tu. Ces mots vacillèrent tandis qu'Émilie attrapait doucement son violon. À cet instant, Sarah réalisa quelque chose de profond, la musique n'avait pas disparu. Il avait simplement trouvé un nouveau vaisseau, il s'était jeté dans Émilie. Ils restèrent assis dans un silence, celui qui parle plus fort que n'importe quel mot. Sarah tenait une photo dans ses mains, tandis qu'Émilie tenait la sienne. « Je n'ai pas peur d'y aller, » dit soudain Émilie. « J'ai juste peur de te laisser derrière moi. » Sarah sourit, les yeux remplis de larmes. « J'ai peur aussi. Mais je ne te retiendrai pas. Tu dois y aller, pas seulement parce que tu es douée, mais parce que tu es prête. Je n'ai jamais été aussi courageuse quand j'avais ton âge. Tu n'es pas restée avec moi, Émilie, tu m'as élevée. Tu m'as élevée. Et cela signifie plus que n'importe quelle musique. » Sarah secoua doucement la tête. « Non,
ma chérie. C'est de la musique, juste sous une forme différente. 2 jours plus tard, R arrivait en ville. Cette fois, il apporta les contrats, les accompagnateurs et les formalités de l'académie. Il ne s'est pas arrêté au restaurant, il est allé directement chez Sarah. Lorsqu'il aperçut Émilie qui l'attendait sur le pas de la porte, il sourit. « Tout est en place », a-t-il déclaré. « Nous partons demain matin pour l'Albanie. Nous avons un chauffeur. Tout est officiel maintenant, ta mère a signé tous les papiers. » Sarah s'avança. « Merci, dit-elle, sa voix pleine de sens. Merci d'avoir attendu. »« Je n'ai jamais eu de doute, » répondit simplement R. Lorsqu'il est parti, Sarah a accompagné Émilie jusqu'à sa chambre. Sa valise était déjà faite et son violon reposait dessus, emmailloté dans un épais tissu. Sur la table de nuit se trouvait une enveloppe. D'une main tremblante, Sarah le lui tendit. « Lila en route, » dit-elle avec un rire nerveux. « Juste au cas où. Je ne sais jamais vraiment comment dire les choses importantes à voix haute. » Émilie prit l'enveloppe, la porta à ses lèvres et sourit. « Tout ira bien, » dit-elle avec une certitude tranquille. « Je sais. » Ce soir-là, Sarah est retournée au restaurant, non pas pour travailler, mais en tant qu'invitée. Le propriétaire fut surpris mais ne dit rien. Elle s'est assise près de la fenêtre, a commandé un verre de vin et a écouté un adolescent à la table voisine qui jouait du piano. Ses doigts trébuchèrent et sa confiance vacilla, mais ses efforts furent sincères. Elle sourit. Autrefois, elle avait été cette jeune musicienne incertaine. Et maintenant, elle était son avenir. Sa fille. Quelque part à l'étage, dans un bureau avec de lourds rideaux et un écran froid, le cadre d'Enfarm regardait une vidéo, la nouvelle star, la fille au violon qui a fait sauter le toit d'un restaurant grenoblois et a signé avec l'Académie de Rennes. Il ferma lentement l'ordinateur portable et regarda au loin. Puis, sans un mot, il appuya sur le bouton d'appel. « Donnez-moi une liste de jeunes projets musicaux prometteurs », a-t-il dit. « Et dites à l'équipe juridique que je ne veux plus entendre un mot sur Anne dans cette affaire. » À 6 heures du matin, l'aéroport d'Albanie était quasiment désert. Émilie était assise près de la fenêtre, ses yeux suivant les mouvements lents des véhicules qui la guidaient à l'extérieur. Dans ses mains, elle tenait la même enveloppe que sa mère, toujours non ouverte. À ses côtés se trouvait l'essentiel, un étui à violon patiné et une modeste valise contenant les quelques affaires qu'elle avait emportées avec elle dans ce nouveau chapitre. En face d'elle, Thomas Rennes parcourait une pile de documents imprimés. Son assistante, Kate, répondait aux emails sur son téléphone, calmement et sereinement. Personne ne se précipitait. Son vol n'était pas avant 40 minutes. Émilie inspira et déplia la lettre. Émilie, si vous lisez ceci, vous êtes déjà en route. Je suis probablement de retour dans la cuisine, je bois du café et je fais de mon mieux pour ne pas pleurer. Vous avez peut-être l'air calme de l'extérieur, mais je vous connais. Il y a une tempête en vous, cela a toujours été le cas, mais vous avez appris à la contenir. Tu es plus fort que je ne l'ai jamais été à ton âge. Plus sage. Plus honnête. Vous n'avez pas peur d'avancer. Je suis fier de toi. N'oubliez pas que la musique ne se limite pas à la scène. Il s'agit de vous, de votre vérité. Ne changez jamais pour répondre aux attentes de quelqu'un d'autre. Et si jamais vous vous retrouvez perdu dans le silence, sachez que je suis toujours avec vous, ne serait-ce que dans vos souvenirs. Avec tout mon amour. Maman. Émilie plia lentement la lettre. Les larmes ont brouillé sa vision, mais ensuite, elle a souri. Pour la première fois depuis longtemps. L'ami de l'Académie de Rennes l'avait envoyé dans la banlieue de Boston, dans un endroit où la musique vivait dans les murs d'un vieux bâtiment en briques qui servait autrefois de bibliothèque. Il y avait une haute tour, des escaliers en pierre et des salles de classe au haut plafond et aux murs insonorisés. Même l'air semblait bourdonner d'harmonie. Sa nouvelle voisine, une pianiste nommée Lily, jouait avec brio technique. C'était écrasant. Dans cet endroit, tout le monde semblait impeccable, certains jouaient avec une précision mécanique, d'autres avec un chaos émotionnel sauvage. Émilie ne se sentait pas à sa place, perdue dans la perfection qui l'entourait. Son professeur, le professeur Vincent, l'écoutait tranquillement. Après sa première prestation, il n'a fait qu'une seule observation. Vous n'avez pas encore la structure. Mais ce que vous avez, nous ne pouvons pas l'enseigner. Ce n'est pas une question de technique. C'est une question d'âme. Elle pratiquait 6 à 7 heures par jour. Parfois, elle pleurait.
Parfois, elle avait envie d'abandonner. Mais chaque fois qu'elle se sentait faiblir, elle entendait la voix de Sarah résonner dans sa mémoire. C'est vrai, se dit-elle. C'est de la musique. Et elle a continué. 6 mois plus tard, lors du concert d'hiver à l'Académie, Émilie était la dernière interprète de la soirée. Un choix fait par Renaud, pour signaler quelque chose de plus grand qu'une programmation, une transformation. Elle monta sur scène vêtue d'une robe noire que Lily l'avait aidée à choisir, sous les projecteurs. La salle était remplie d'enseignants, de producteurs et de journalistes. Elle tenait désormais un nouveau violon et non l'ancien qu'on lui avait offert lors de son inscription, mais elle gardait toujours ce premier instrument dans sa chambre. Elle avait composé la pièce elle-même. La musique commençait par un thème que Sarah lui avait joué lorsqu'elle était enfant, familier et simple. Puis cela s'est transformé en quelque chose de plus complexe, presque orchestral. À la fin, on revenait au début, mais cette fois, la mélodie était plus profonde, plus sage, plus mature. La salle a explosé sous les applaudissements. Pas des applaudissements polis, mais quelque chose de plus. C'était une reconnaissance. Appuyée contre le mur, Renaud regardait avec un sourire tranquille. Elle avait réussi le véritable test non pas de performance, mais de soi. Une semaine plus tard, un petit article parut dans un magazine musical intitulé « Émilie, la fille d'un village populaire qui a captivé la salle de concert ». Le sous-titre disait « Ma première enseignante s'appelait Sarah. Elle était serveuse, mais elle m'a appris à vraiment entendre la musique. » Sarah a lu l'article dans un café tranquille. Lorsqu'elle a vu son nom imprimé, elle n'a pas pu retenir ses larmes. La serveuse à proximité, alarmée, lui a demandé si elle allait bien. Sarah a juste souri à travers ses larmes. « Tout va bien, murmura-t-elle. La vie à Grenoble continue, élections, débats, nouveaux bâtiments. Le restaurant a changé de main. NGF n'est pas revenu, pas officiellement. Et personne ne semblait le remarquer. Mais quelque part à Boston, la jeune fille autrefois moquée et sous-estimée montait de plus en plus sur scène. Son nom se répandait, non pas grâce à des publicités flashy ou à des gadgets industriels, mais parce que sa musique contenait quelque chose de réel. Quelque chose qui vient de l'intérieur. La musique n'est pas une question de volume. Il s'agit de vérité. Ce n'est pas celui qui joue le plus fort, mais celui qui ose être le plus honnête. Parfois, il suffit d'une nuit pour tout changer. Si vous avez quelque chose à dire, ne restez pas silencieux. Si vous avez une note, jouez-la. Même si votre violon est vieux et que le public ne semble pas s'en soucier. Parfois, 3 minutes suffisent pour que le monde se souvienne de votre nom.